Et pour discuter de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Roland Gillet. Bonjour Roland. Bonjour. Re-accueillir, parce qu'on vous a entendu déjà dans la matinale ce matin, Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles et conseiller auprès de diverses autorités publiques et privées. Merci d'être avec nous ce matin. Face à vous, Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Raphaël. Concentré déjà sur ses notes, son téléphone et prêt à bondir sur ces différents sujets. Président des Cahiers Verts de l'économie. Et on attend d'une minute à l'autre André Le Scrooge-Pietri, le président de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative. C'est la DARPA européenne en quelque sorte pour nous parler d'innovation. Mais on va commencer tous les trois par commenter les annonces du jour sur cette crise des carburants. C'est ce qui continue de monopoliser l'actualité en France, cher Roland, probablement en Belgique aussi, j'imagine. Vous pourrez nous en toucher un mot. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, je vous le disais, a promis hier devant les députés qu'il interroge chaque semaine nos questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Que faites-vous au gouvernement pour aider les automobilistes qui souffrent, les secteurs qui souffrent ? Hier, Sébastien Lecornu a promis de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Sans en dire beaucoup plus, Jean-Pierre, sur quel allait être le montant, mais il promet de continuer à surveiller les marges. Est-ce qu'on a les moyens d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce qui a été mis en place jusqu'à présent ? Ça dépend de comment on le finance. On a toujours on trouve toujours des moyens, soit par des économies de dépenses, soit par des hausses d'impôts, soit en laissant filer le déficit. Ça, c'est toujours 120 milliards de déficit cette année, je le rappelle quand même. C'est toujours possible de l'envisager. Simplement, il n'y a pas de free lunch, donc tout ceci est un coût. S'il y a des augmentations d'impôts, quels impôts, comment, jusqu'où, provisoire, voilà. Enfin, il y a tous les débats récurrents qu'on avait déjà eus en 2022. Simplement, par rapport à 2022, on a beaucoup moins de marge de manœuvre, bien évidemment. Donc ça, c'est une évidence. Et puis, il y a ce débat-là, mais il y a un débat que je trouve aussi intéressant sur la taxe sur les super profits de Total Energy. Oui. On va y venir. Oui, on va pas y aller tout de suite. On va y venir. Simplement, Roland, je rappelle, vous êtes de nationalité belge. Est-ce que le débat est aussi fort en Belgique qu'il l'est en France aujourd'hui ? Un peu moins quand même, un peu moins. C'est clair que pour certains secteurs, il y a des aides qui sont déjà sur la table, mais le fait de dire on va toucher pour le moment la taxation au niveau des accises ou de la TVA sur les produits pétroliers, notamment à la pompe, ça n'est pas vraiment à l'ordre du jour, c'est plutôt des aides sectorielles. Donc pour le moment, le débat reste là. Limité Surtout bien entendu dans le temps, mais vous doutez que les mêmes secteurs qui se plaignent ici, par exemple les agriculteurs, enfin les gens qui utilisent beaucoup de carboné encore, eux, les transporteurs routiers... On peut rappeler, c'est la pêche, les agriculteurs et les transporteurs. Donc on élargit maintenant aux grands rouleurs. Les demandes vers le gouvernement sont les mêmes, et les demandes sont parfois dirigées chez nous vers le fédéral ou le régional, sachant que chacun se pose la question comment je vais pouvoir, comme vous l'avez très bien dit, financer tout ça, parce que c'est évidemment un coût. La seule chose, c'est que la discussion a été beaucoup en Belgique sur le fait de dire le supplément qui est prélevé, pas sur les accises, mais sur la TVA, simplement dû au fait de la hausse du prix du pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même, celui-là, de le combler ? Mais pour le moment, comme c'est compliqué, il y a eu des systèmes de cap qui ont d'ailleurs été réfléchis aussi en France lors d'autres crises. Ils n'ont pas encore été plus loin que de dire on n'en est pas là, on verra combien de temps ça va durer. Donc là-bas, c'est un peu le pied sur le frein aussi, en limite, et puis en attendant de voir effectivement combien de temps. Je dois dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir, mais ça ne fait plaisir ni d'un côté ni de l'autre. On a un déficit public qui est quand même important. On est aussi dans les élèves qui dérapent au niveau de l'Europe, donc on doit faire très attention quand même, évidemment. Oui, contrairement à ce qu'on a pu voir en Espagne, en Italie ou en Allemagne, évidemment. Est-ce qu'on a des profiteurs de crise ? André Le Scrooge-Pietri, vous venez d'arriver sur le plateau, président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Je le disais, le débat ce matin, c'est Sébastien Lecornu qui promet de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on a véritablement
véritablement des profiteurs de crise, on peut y aller, qu'il faudrait éventuellement taxer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens n'utilisent pas moins leur voiture, les bouchons sont toujours aussi importants, d'où mon retard. Donc vous voyez la petite pirouette. On va devoir augmenter un peu les prix à la pompe encore. Faut venir en vélo. Absolument, faut venir en vélo. Voilà. Mais apparemment, les gens ne le font pas. Donc apparemment, c'est pas encore assez... en retard, moi aussi. En vélo. C'est pas encore assez élevé pour que les gens renoncent à leur voiture. En fait, je pense que ce débat sur les profiteurs de crise, c'est la schizophrénie française par excellence, puisque d'un côté, il n'y a même pas 3 jours, on réclame des licornes, des champions mondiaux, on se plaint de la capitalisation boursière des géants de la tech qui est 10, 20, 30 fois plus importante que celle de Total. 10 fois plus importante que celle de Total, et après on tape dessus dès qu'on a des champions comme ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur Total ou en particulier, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui profitent de la crise, c'est l'État, qui taxe quand même le gasoil et l'essence à 70%. Il s'en défend, il dit que la crise lui coûte beaucoup plus cher que les quelques centaines de millions de recettes supplémentaires qu'il va engranger sur la schizophrénie française, et 2, on va en reparler sûrement également avec les terres rares, on découvre le sujet. En 2019, l'Europe importait 60% de son énergie. En 2025, l'Europe importe toujours 60% de son énergie. Qu'avons-nous fait? Nous allons voir plein de gens qui vont avoir des plans formidables, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet d'action publique qui n'anticipe pas. Et je pense que les gens auront raison de sanctionner tous les gens qui ont été, depuis 20, 30, 40 ans, au pouvoir. D'ailleurs, la dépendance énergétique a même progressé depuis 35 ans. Ouais. Et alors, quand on passe... Alors, on est resté à 60% sur l'importation de l'énergie. Oui, voilà. Mais... La dépendance énergétique a progressé? Oui, depuis 1990. 35 ans, pas énormément, mais quelques points, alors qu'on en a eu des chocs depuis. On en a eu, voilà. Et c'était anticipé. Et dans les hydrocarbures, c'est plus net, évidemment, puisque là, sur le pétrole et le gaz, on est très peu producteurs. Dans l'Union européenne, on est très peu de producteurs. Et la Norvège, tout en haut, mais justement, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Enfin bon, donc... on va y venir. Donc on est en mode improvisation. Tout à l'heure sur la question des terres rares, notamment, qui est absolument majeure pour l'électrification massive. Je voulais qu'on vienne avant sur la réaction de Patrick Pouyanné. Cette interview dans la presse quotidienne régionale, où Patrick Pouyanné nous dit, les gars, moi, soit je vous capte les prix, soit je paye une surtaxe, mais je ne vais pas faire les deux. Donc, si vous décidez de me surtaxer, j'arrête d'enlever les prix. Il a raison de réagir. Bien sûr qu'il a raison. D'ailleurs, c'est le seul major, je crois, à plafonner les prix absolument. Au niveau mondial. ISO, etc. Au niveau mondial, on n'a jamais vu ça. Il y a un aspect communication, mais bon, la guerre, c'est pas lui qui... Enfin, voilà, donc on parle de rente, mais la vraie rente, c'est effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est l'État qui n'a rien fait particulièrement pour encaisser ces recettes additionnelles. Alors en plus, il y a des taxes déjà exceptionnelles sur les grandes entreprises. Donc ça se Total devrait payer cette année. En plus, alors, l'énergie, c'est vraiment un domaine où c'est des investissements longs, c'est des investissements lourds, où on a besoin de visibilité. Donc si tu modifies la taxation tous les 3 ans en fonction des chocs géopolitiques complètement exogènes, alors qui n'ont encore rien à voir avec le business propre de l'énergie, c'est absolument impossible. Et puis il y a le débat récurrent, évidemment, à partir de quel moment on est dans des super profits. Parce que je voudrais juste rappeler que le prix du baril entre 2014 et 2020 est passé de $110 à $20 en avril 2020. Donc c'est l'un des plus forts contre-chocs pétroliers de l'histoire. Et il y en a eu d'autres. Il y en a eu le célèbre de 85-86. Il y a eu celui de la fin des années 90. Je rappelle qu'en janvier 99, on était à $10 le baril. Là, on n'a pas parlé de baisse de profits, de pertes exceptionnelles. On n'a pas compensé ça par des baisses d'impôts, que je sache. Donc, il faut que ça soit symétrique. Quand ça fonctionne d'un côté, ça fonctionne de l'autre. Mais professeur Gillet, que nous dit la science académique en matière de taxation des rentes? Les libéraux acceptent qu'en cas de rente temporaire, il y ait une taxation. Là, on vient de passer de 60-70 $ le baril en début d'année à 120. Alors, c'est redescendu un peu aujourd'hui, on est plus autour des 110 $. Mais enfin, quand on double quasiment de 60 à 120, est-ce qu'il n'y a pas un effet de rente temporaire? Mais sur toutes les matières premières, et pas que sur les hydrocarbures,
infrastructures. Des entreprises ont ce problème à gérer dans un sens comme dans l'autre. Vous avez rappelé, quand c'est vers le haut, ça ne pose aucun problème de parler de surprofit. Quand ça tombe vers le bas, on ne s'inquiète pas et on dira ces sociétés font presque plus de profit. Donc c'est à la limite normal. Donc je pense qu'il faut vraiment voir ce qu'on veut par rapport à la rente, et le monde académique ne peut pas aider beaucoup non plus là-dessus, même si on fait des études sur quelle rente et comment, mais surtout ici, c'est même la définition de la rente. Parce qu'il se passe un choc exogène, on ne sait pas combien de temps on sait pas combien de temps il va durer, et on sait quand même que dans le prix qui va à la pompe, on l'a rappelé, mais ça c'est comme ça, il y a plus de la moitié qui sont des taxes, pour faire court. Donc clairement, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur comment on peut faire pour au moins à certains moments avoir une contribution, mais je trouve que vous le dites, c'est un peu fort que ce soit celui qui fait déjà spontanément un geste qui se retrouve pratiquement à être parce qu'il est un des gros acteurs en plus, le plus taxé. Donc il a raison, Patrick Pouyanné, de réagir. Et il y a une chose aussi, pour être un peu sur le volet prix du pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le prix du pétrole qui fait gagner de l'argent aux grandes compagnies, où qu'elles soient dans le monde. Selon d'abord si elles ont été touchées ou non dans leur infrastructure, au du détroit d'Ormuz ou dans les pays tout proches. C'est celui qui en plus a ramassé des caramels sur le dos qui ont détruit une partie des infrastructures, ça va lui coûter de l'argent. Mais il y en a qui n'ont pas encore, et qui ont été relativement épargnés, Total en est. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout la volatilité des prix qui crée des profits de trading. Et pour le moment, c'est là qu'ils font pour le moment un profit, mais qui est un profit normal, je vais dire, dans le fait que la volatilité, ce n'est pas eux qui l'a créée. Pour le moment, c'est plutôt le président américain par ses déclarations. C'est le fait que ces fortes volatilités qu'on n'a pas connu. Souvent, une volatilité vers le haut, ce n'est pas une volatilité, c'est le prix qui continue à monter. Mais ici, ça part dans tous les sens et ça permet effectivement de générer certains profits. Maintenant, est-ce qu'il faut tout de suite dire, d'autant plus que, comme on l'a rappelé, ça vient de l'extérieur et ça vient en plus de quelqu'un qui, pour le coup, est vraiment imprévisible. Donc, on ne préverra pas plus demain qu'aujourd'hui. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a l'air de dire, on n'a même plus besoin d'encadrer les bateaux. J'ai un accord imminent avec l'Iran. Oui, on a du mal à suivre. C'est quand même très confus. Dans 3 jours, il va peut-être dire qu'il va tirer sur l'un ou l'autre bateau parce que ça ne lui convient pas. Donc, clairement, ça a un effet que je crois qu'il faut rappeler en termes d'économie financière en tous les cas. Le trading est l'activité qui, pour le moment, permet d'afficher des résultats tels qu'ils sont. Mais on ne sait pas non plus si cette volatilité va rester. C'est les traders qu'il va falloir taxer. Non, mais les compagnies pétrolières aussi. Mais oui, non, mais voilà. Jean-Pierre Petit n'est pas tout à fait d'accord. Mais peut-être des idées là-dessus, je pense. Mais sur la déclaration de Patrick Pouyanné, moi, ce qui me plaît particulièrement, je n'ai pas forcément d'affection particulière pour le personnage qui est comme il est, un petit peu brut de décoffrage, mais je trouve que dans un pays comme la France, où on commence à comprendre enfin qu'on a aujourd'hui une structure étatique, et Dieu sait que je ne suis pas un ultralibéral, qui a du mal à anticiper, qui est en permanence dans la réaction, qui aujourd'hui a du mal à montrer qu'elle a de l'impact sur le monde réel, que quelqu'un ose enfin dire à un ministre et ne se couche pas comme quand même la plupart aujourd'hui des dirigeants qui n'osent pas être beaucoup plus vindicatif et je ne veux pas dire agressif, mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que nos concitoyens comprennent que l'État n'a pas la vérité absolue, est aujourd'hui assez déficient sur sa manière de faire et on a besoin de plus de Patrick Pouyanné qui en fait challenge, pour prendre un mot très macroniste, qui challenge les ministres parce que je pense qu'il y a un tango là qui se joue entre le gouvernement et Total. Enfin, donc il faut être beaucoup plus, je pense, sur les faits et je pense qu'il a raison Et c'est d'autant que Total Energy joue un grand rôle dans l'investissement dans les renouvelables et dans l'électrification du monde. Là, le Cornu et le gouvernement reparlent d'électrification. C'est un processus qui a plus d'un siècle, l'électrification. Mais il s'accélère très, très nettement, évidemment. Et on voit que c'est l'avenir. Voilà. Christine Lagarde a dit le statu quo énergétique est clairement insoutenable. Bien ce vers quoi, alors c'est étonnant d'entendre la présidente de la BCE s'exprimer sur l'électrification. Oui, mais moi j'aurais aimé l'entendre. Lorsque nous sommes passés de la dépendance au gaz russe en 2022, on est passé en sautant à 2 pieds joints dans la dépendance au GNL américain. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est véritablement, on a un zéro pointé stratégique du côté de la Commission européenne et qui en plus revient aujourd'hui sur le Green Deal. À nouveau, je ne suis pas un vert absolu, mais je pense que c'est incroyable de voir que ce qui devrait être une opportunité d'accélérer l'électrification, la moins grande dépendance... C'est ce qu'on est en train de faire, non, André Le Oui, mais quand on le fait dans l'urgence... On attend le plan fin mai.
d'électrification. Mais le plan, il aurait dû être là depuis 3 ans, il aurait dû être là depuis 10 ans. Plan. Et surtout, un plan fait dans l'urgence va coûter plus cher et on va forcément être dépendant de nos grands partenaires chinois ou américains. Oui. Alors justement, c'est la question des terres rares. Roland Lescure a annoncé hier un grand plan pour renforcer nos approvisionnements en terres rares. Vous souhaitez réagir d'abord, Roland? Oui, parce que évidemment, moi l'électricité, je l'adore quand elle est vraiment faite par des énergies d'abord renouvelables ou des énergies continues ou des énergies qui permettent de l'assumer. Si c'est pour dire à un moment donné, on est obligé de faire du délestage, la France est un peu à part parce qu'elle a beaucoup encore de nucléaire, parce que c'est ça qui vous sauve, et tant mieux d'ailleurs. On aurait dû penser dans mon petit pays aussi, d'ailleurs la preuve c'est que maintenant ils sont en train de le faire pour essayer de conserver des centrales qui pourtant ne sont pas de dernière génération et qu'il va falloir sans doute mettre de l'argent pour les remettre au goût du jour. Donc, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui, on dit électricité. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Quand je vois arriver quelqu'un en vélo électrique dans mes Ardennes, je le vois passer à côté de moi. Avant, je le voyais passer en vélo moteur. C'est toujours un vélo moteur, mais ici, c'est un vélo, puisqu'on l'a appelé comme ça maintenant. Et c'est sûr que pour moi, c'est magnifique. Il passe à côté de moi. D'abord, il ne fait pas de bruit, le vélo. Avant, je respirais le carburant. Et le type, en plus, n'a pas l'air fatigué. Donc, je me dis, en plus, c'est un grand sportif. Superbe. Mais quand j'apprends en plein anticyclone d'hiver qui vient faire ça dans les Ardennes, qu'il y a du brouillard et que moi, je suis bien content de ne pas respirer ces gaz, il y a sans doute à un moment donné quelqu'un dans le nord de l'Allemagne qui respire de la lignite en plein anticyclone d'hiver, peu de dispersion, et au moment où c'est le pire pour sa santé. Donc ça, c'est un jeu de dupes. Donc le jour où on aura de l'électricité vraiment propre, on sera d'autant plus crédible. Mais dire que l'électricité est la solution seule, non. Alors effectivement, elle a différentes couleurs, l'électricité. Et en plus, si c'est des centrales à charbon, c'est vrai que c'est plus compliqué. Le coût aussi de l'énergie, voyons-le quand même aussi, de tout ce qui est fait dans l'industrie, où le gaz, dont on parlait tout à l'heure, est encore un des grands ingrédients, parce que c'est encore moins cher de le faire sous cette voie-là. Et il y a même du dumping entre les pays européens, mais si on regarde par rapport aux autres grandes zones, les Américains, n'en parlons pas, ils regorgent d'énergie carbonée et pas que. Et la Chine, elle est bien contente des conflits qu'on a avec la Russie pour obtenir moins cher, encore également une source d'énergie, voire avoir certaines énergies dans son propre sol. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair, ce n'est pas l'électricité qui nous sauve, c'est comment on la produit. On est à ce moment-là plus de nucléaire. Nucléaire. Vous l'avez dit, c'est ce que je voulais dire. Le nucléaire, le plan un peu d'hydraulique. Et vous avez vu que pour ça, pour la Commission, et c'est un peu Emmanuel Macron qui a vraiment fait bouger les choses. J'ai jamais compris, et sans doute vous deux non plus, pourquoi à un moment donné, on a dit on va refaire du nucléaire parce que c'est finalement pas du carboné, mais ça ne l'a jamais été. La vapeur d'eau qui sort d'une centrale n'a jamais été carbonée. C'est un tout petit peu un gaz à effet de serre comme les nuages que vous avez le soir, mais c'est pas que du carboné. Donc qu'on en soit là, ça veut dire que c'est plus du dogme que de la volonté. Or, on a abandonné tout. On a une prise de conscience quand même au niveau européen. Il serait temps, heureusement, mais en fait, je ne suis pas sûr que l'Allemagne est dans une volonté de créer de l'électricité tout de suite avec du nucléaire. Mais l'Allemagne porte une très grosse responsabilité. Voilà. Le chancelier allemand lui-même a reconnu qu'ils avaient été dans l'erreur, mais qu'ils n'allaient pas bouger d'un iota. Absence de courage politique, alors qu'en plus les Allemands sont relativement partagés là-dessus. Alors en ce moment, les Allemands se jettent sur la fusion parce qu'en gros, c'est le nucléaire soi-disant propre. Ça, c'est à nouveau incompétence technique totale puisque ça dégage aussi une certaine forme de radioactivité, mais évidemment beaucoup moins que la fission. Mais non, le chancelier Merz aujourd'hui, d'ailleurs, il est à 19% dans les sondages. Eh oui, c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, il n'a fait du nini. C'est le en même temps, c'est-à-dire que il promettait la rupture, il n'y a pas vraiment de rupture. Et sur les choses où on l'aurait attendu un peu courageux de dire, écoutez, clairement, on s'est trompé, on revient en arrière. En plus, il avait un boulevard au début. Il a dit, non, là-dessus, j'ose pas, alors qu'il n'a plus les Verts dans sa coalition. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui démocratique, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes démocratiques n'arrivent plus à penser le long terme. Et c'est ça qui m'inquiète énormément, c'est que... Vous appelez une dictature, André? Pas du tout. C'est l'inverse, je pense, au renouvellement aujourd'hui de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, si effectivement, et c'est pour ça que ce sujet sur les profiteurs de crise est terrible, parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui qu'on attaque, c'est les seules entreprises, et à nouveau, je suis pas un défenseur de Total, qui en fait pensent un peu long terme, parce que si on pense pas long terme dans les infrastructures gazières, pétrolières, là, on est sûr, on est complètement... et aujourd'hui, de taper là-dessus, mais c'est vraiment, je trouve ça outrancier de la part des responsables politiques. Même les observateurs ont une part de responsabilité. Moi, je me souviens ici... ça va être la faute des médias. Des experts. Des experts, parce que moi j'ai beaucoup critiqué l'Allemagne de Merkel dès le début, parce que dès sa première élection de 2005, et je me souviens très bien de l'abandon du nucléaire après Fukushima de 2011.
Et avec des discours complètement, je veux dire, où il manquait à peu près tout, hein, surtout d'un point de vue long-termiste. Et donc, de ce point de vue, Merz continue un petit peu cette politique que Scholz aussi avait continué. Enfin bref, voilà. Et donc, il y a quoi comme pays? C'est historique en Allemagne, hein, le mouvement anti-nucléaire date quand même à plusieurs décennies derrière. Oui, mais de temps en temps, il faut faire la politique. De Gaulle faisait la distinction entre la politique des Français et la politique de la France. Voilà. Et la démocratie. Et on peut expliquer les choses. Regardez le Japon, pays antinucléaire par définition à cause d'Hiroshima. Il y a même eu encore, il y a eu 2 ou 3 jours, plusieurs dizaines de milliers, et évidemment de Fukushima. Il y a eu toute une réaction, parce que vraiment, pour le coup, Fukushima était une succession de défaillances, notamment de TEPCO, qui était le Tokyo Power, qui gérait c'est l'opérateur qui gérait les centrales. Et bien, malgré ça, il y a eu un vrai débat dans le pays, il y a eu un débat sur l'aspect stratégique, sur la dépendance à la Chine, et ils sont en train, petit à petit, de remettre en œuvre leur... Où est-ce qu'il y a eu ce débat? Je pense qu'à nouveau, je suis très critique aujourd'hui parce qu'on ne prend pas les Français pour des gens adultes. On pense, et les Allemands non plus, on pense qu'un débat pareil n'est pas possible. Alors que d'abord, il y a une base forte qui est plutôt pour, donc on ne part pas de rien. Et ensuite, le débat politique, le combat politique, c'est de convaincre les gens avec des arguments. C'est ce qu'a réussi De Gaulle et Pompidou, et c'est ce qu'a réussi un pays comme la Suède, par exemple, qui est un pays où le nucléaire... Démocratie un peu plus mature. Roland Gillet. Mais pour revenir, c'est parce que c'est un point tout à l'heure qu'on a dit avec le patron de Total. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est très courageux et c'est pas du tout normal que ça lui tombe dessus puisqu'il avait, je le répète, fait un geste qu'il n'était pas obligé de faire au début. Mais c'est toujours dans ces moments-ci qu'on voit comment le gouvernement ou les gouvernements se sauvent un petit peu de leurs responsabilités en pointant du doigt quelqu'un qui, en plus, n'est pas je parle pour toutes les sociétés pétrolières, les responsables du choc de départ et qui sont quand même, pour une part, autour de défis aujourd'hui qu'on leur demande d'accélérer puisqu'on ne veut plus de pétrole. Donc il faudrait savoir, si on veut qu'ils puissent avoir les moyens sans devoir demander des subsides un jour pour le faire, dans des périodes pareilles, ils sont quand même tenus de pouvoir les utiliser pour faire des investissements. Mais si on sait en plus qu'ils risquent, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, et certains ont déjà été touchés par leurs infrastructures, dans les pays concernés pour le moment par la guerre, c'est sûr que c'est un mauvais message. Et c'est sûr aussi que ça les fait réfléchir. Il y a des actionnaires derrière, et ce n'est pas les actionnaires au sens qui sont uniquement là pour percevoir de l'argent, mais ils sont là aussi pour apprécier des risques. Et qui dit prime de risque, le risque peut être politique. Parce que ça, c'est un risque qu'on ne prend jamais en compte. On n'imagine pas qu'à un moment donné, pour une raison exogène, l'État va changer les règles du jeu. Dans d'autres secteurs, ça ne se passe pas. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un risque de plus à un moment donné où on voudrait réduire le coût du capital des entreprises en transition, comme Total Energy, même Exxon aux États-Unis, je vais dire. Donc clairement, on sait qu'on va vers un enjeu sociétal où je trouve que c'est malvenu, d'autant plus, je le répète, pour quelqu'un qui est courageux et qui a fait un geste spontané. Et la capitalisation boursière de Total, 171 milliards, c'est-à-dire 30 fois moins que Apple. Donc aujourd'hui, je ne vois pas ça comme des profiteurs de la crise. 30 fois moins. Et l'État qui va profiter, l'État qui détient 1,2 ou 3% de Total, qui va donc profiter aussi de quelques centaines de millions de dividendes versés. Et combien de temps ça va durer cette année? Et Jean-Pierre, il a rappelé tout à l'heure, si demain, c'est ce que disent certains prévisionnistes qui se risquent à ça, on trouve une solution définitive dans le détroit d'Ormuz, il n'est pas dit que les prix vont même pas tomber en dessous du prix qu'il était avant. Hein. Donc ça va mettre du temps, hein, mais ça peut avant arriver. Le 28 février, il y avait plutôt un petit surplus d'offres. Bien sûr. C'est très très difficile à déterminer un prix d'équilibre. Hein. C'est vrai que super profit, voilà, on ne sait pas très bien. Super profit, on oublie. Nous, on essaye. Bon, et le plan terre rare, c'était quand même ma question à l'origine. Allez, il nous reste 2 minutes. Annoncé par Roland Discure, quelques aides, essayer de sortir de nos dépendances. Vous avez vu crédible ou pas? Vous avez juste un point sur ce problème-là, c'est la Chine qui, pour le moment, même pour les terres rares qu'elle n'a pas, qui les raffine. Donc aujourd'hui, si ça ne passe pas par la Chine, on n'a pas qu'un problème sur les terres rares elles-mêmes, on a aussi la manière dont on les traite. Et c'est le plus gros d'ailleurs défi. Hein. Regardez les États-Unis, pour le moment, ils sont le 2e producteur de terres rares, mais elles doivent passer par la Chine. Et c'est de là que la difficulté vient du gouvernement américain quand il est. Donc c'est ça le vrai sujet en réalité. Les terres rares ne sont pas rares, il y en a de partout, mais qui les raffine? Et vous voyez de nouveau, comme on cycliste tout à l'heure, qui respecte la pollution du traitement
Parce que c'est ça, hein, c'est là que ça pollue le plus. C'est pas quand on les sort du sol. Hein. Bon, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt en France? C'est comme ça que la Chine tient les États-Unis. Oui, c'est ça. Complètement. Toutes ces usines de raffinage qu'on a déplacées à l'extérieur. Je rappelle, en 98, l'usine de La Rochelle raffinait 48% des terres rares mondiales. 48% à La Rochelle. En 98. Il y a un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle, la moitié des terres rares étaient raffinées en France. Tout le monde le sait bien, quand on raffine des métaux, l'or, c'est bien connu, hein, on utilise des produits très toxiques, le plomb, l'arsenic, pour séparer justement ces métaux. Et bien, la même chose pour toutes les terres rares. Donc, c'est des processus extrêmement toxiques qui utilisent beaucoup de solvants, beaucoup d'eau. Il y a parfois aussi des petits rejets radioactifs dans ces processus. Et c'est pour ça qu'avec une vision probablement égale à zéro, dans les 25 dernières années, on a tout envoyé en Chine et on a été ravis qu'en Mongolie intérieure, les Chinois soient pollués par ça. Et vous voyez ça. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est se dire, est-ce qu'on peut faire ça avec 10, 100 fois moins d'impact environnemental? Et les rapatrier, on peut le faire. Voilà, je crois que c'est une belle filière. Absolument. Allez, on se retrouve dans une petite minute. On va parler marché-action, les marchés qui s'envolent alors que le monde s'enflamme, notamment du côté de la tech. La tech plus forte que la guerre, c'est le prochain débat. Et puis on va revenir sur les défis du prochain gouverneur de la Banque de France qui arrivera le mois prochain. À tout de suite.